J'ai le plaisir de recevoir Monsieur Zakaria Aboudahab, professeur de relations internationales à l'université Mohamed V de Rabat. Bonsoir et ravi de vous recevoir, professeur. Bonsoir Madame Bacro, merci également. Merci beaucoup. Alors le Maroc affirme que le véritable élément déclencheur est une décision de justice espagnole. Ce diagnostic vous paraît-il fondé ? Oui, à mon avis, c'est un aspect ou c'est un élément d'une problématique qui est complexe. Il est vrai, comme vous l'avez si bien dit, Madame Bacro, le 8 juillet, la Cour suprême espagnole avait rendu une décision en vertu de laquelle les personnes qui arrivent en mer tentant d'arriver à la préside occupée de Ceuta ou Melilla, en tout cas territoire espagnol de façon générale, c'est-à-dire l'Espagne au-delà de la mer méditerranéenne, plus vers le nord, ne peuvent pas être refoulés immédiatement. En tout cas, ils auront un traitement relativement favorable, toute proportion gardée. Ce qui a provoqué des effets adverses ou des effets pervers, pour reprendre ce que disait Raymond Boudon, un grand sociologue. C'est un aspect, pourquoi ? Parce qu'il ne résume pas toute la problématique et la complexité. Il faut certes prendre toutes les dimensions, tous les éléments conjugués, et comme cela était venu dans les propos du porte-parole du ministère marocain de l'Intérieur, bien évidemment. Toutefois, je pense que la décision a été un accélérateur. C'est la goutte qui a fait déborder le vase tout simplement et qui a été relayée par les réseaux sociaux et les organisations criminelles, les passeurs, etc. Et ça a été confirmé par le chef du gouvernement espagnol. Et donc, véritablement aujourd'hui, nous sommes devant une sorte de changement de cap, changement d'échelle sur le plan de la temporalité, sur le plan de la gestion de l'espace, la coordination de toutes les autorités impliquées dans ce genre de considération. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je pense que la coordination est nécessaire dans ce genre de situation, non seulement en termes de prévention, mais aussi en termes de correction, si déséquilibre il y a. Oui, sur plusieurs équilibres, effectivement, et la coordination est indispensable, comme vous venez de le dire, professeur. Mais quand même, comment cette décision a-t-elle pu modifier le comportement des réseaux de passeurs et des candidats à la migration ? Une décision judiciaire aux conséquences géopolitiques, on peut dire aujourd'hui. Vous avez, Madame Nadia, vous avez la première leçon en criminologie surtout. C'est que les criminels, les réseaux de crimes transnationaux, entre guillemets, ont des astuces et parfois même dépassent en termes de procédés, de hold-up, de machinerie, etc., les autorités parfois qui, pour une raison ou une autre, ne sont pas peut-être suffisamment vigilantes ou préparées, mais je dirais même plus que même parfois, devant un afflux énorme, c'est quand même plus de 70 000, c'est inédit dans les annales migratoires, au Maroc et ailleurs, n'ont pas voulu utiliser la force parce que cela aurait entraîné justement des dégâts et des morts, ce qui aurait eu comme effet des conséquences dramatiques sur le plan des vies humaines. Donc on pourrait dire que même sur le plan de la gouvernance sécuritaire, les autorités marocaines ont été correctes avec les obligations découlant des engagements du Maroc au regard d'un certain nombre de conventions. Et je rappelle, entre autres choses, que le Maroc est l'un des rares pays à avoir ratifié la Convention sur la protection des intérêts des migrants et les membres de leur famille. Les migrants travailleurs, certes, on parle d'une catégorie particulière, il est vrai, mais il y a des connexions. Par ailleurs aussi, vous avez parlé d'une dimension géopolitique. Mais permettez-moi, Madame Nadia, de dire une chose importante. Quel est le statut de la ville de Ceuta et de Melilla au regard du droit international ? Normalement, ce sont deux villes marocaines occupées. Bon, c'est l'histoire qui peut être rappelée dans ce genre de situation. Mais moi, je pense que le fond du problème, justement, parce que ce n'est pas la première fois, remontons aux événements dramatiques de 2021, remontons à d'autres événements peut-être similaires, de moins ampleur. Toujours, c'est la même chose qui se répète par rapport à une situation qui est non pas alambiquée, mais ambiguë au regard du droit international. Et il est temps aujourd'hui, à mon avis, de clarifier un peu la situation et identifier la part des responsabilités des uns et des autres. Nous parlons évidemment du Maroc, bien entendu, qui est sous pression énorme parce qu'il est tenu, de par certains engagements, mais par proaction, de réguler les flux qui proviennent de l'Afrique tout entière, de façon générale, mais également la responsabilité de l'Espagne, mais également la responsabilité de l'Union européenne. Et permettez-moi, Madame Nadia, encore une fois, pour terminer ce propos, par rapport à la situation de Gibraltar, on sait très très bien
que c'est un rocher qui est contrôlé par les Anglais. Et donc, cette situation qui s'ajouterait au retrait de l'Angleterre, du Royaume-Uni, de l'Union européenne en raison du Brexit, vous voyez toute la complexité de la situation. Et c'est la raison pour laquelle je partage votre opinion, votre point de vue, tout à fait ce que vous avez dit. Oui, il y a des problématiques en termes de criminologie et donc des réseaux criminels qui profitent des interstices et choisissent le momentum, sinon parfois les fenêtres d'opportunité pour passer à l'acte, et par ailleurs la dimension géopolitique et les autres dimensions connectées à ce que je viens de dire. Une situation complexe et une responsabilité partagée entre partenaires, effectivement. En parlant de responsabilité, parlons de celle du Maroc, justement. Le Royaume a rappelé que 74 000 tentatives ont été empêchées en 2025, 79 000 en 2024, 632 réseaux démantelés et plus de 32 000 sauvetages en mer. Ces chiffres témoignent, on peut le dire, de l'efficacité du dispositif marocain. Disons que, pour être sincère, le dispositif européen, le traitement de la chose avec le Maroc n'est pas au même niveau de la pression énorme exercée sur les côtes marocaines ou sur le territoire marocain et sur donc les autorités marocaines, toutes catégories confondues évidemment, chargées de s'inscrire dans la problématique de la régulation des flux migratoires. Sachant bien que nous ne parlons pas de migrants marocains, mais nous parlons de migrants africains et autres, même en provenance d'autres continents et qui préfèrent d'emprunter les itinéraires qui passent par le Maroc. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que si on donne une certaine comparaison avec d'autres pays européens, asiatiques, surtout je louche vers la Turquie, en contrepartie du travail mené par les autorités turques pour justement réguler les flux migratoires, eh bien, il n'y a pas photo. Il y a une grande différence. La contrepartie marocaine, certes, financièrement parlant, elle est modique, elle est dérisoire, compte tenu de l'effort considérable et toute la mobilisation devant être faite par toutes les forces de l'ordre, mais également par toutes les autorités. Et en troisième lieu, pour ajouter une autre appréciation, c'était d'ailleurs le plaidoyer marocain, souvent les autorités marocaines, le gouvernement marocain invite l'Union européenne à avoir une vision plus large des problématiques migratoires et aller vers le développement socio-économique, non seulement des régions du Nord, mais toute l'Afrique. N'oublions pas que le Maroc a abrité en 2018, en décembre, la conférence mondiale sur les flux migratoires ordonnés, etc. Et ça a été parrainé par l'ONU. Malheureusement, il s'agit d'un instrument qui n'est pas obligatoire. Souvenons-nous, le Maroc avait créé un observatoire de la migration. Sa Majesté a le statut de leader de la migration obtenu auprès de l'Union africaine en 2017, etc., etc. Le Maroc, le seul pays à avoir mené une politique en termes de régularisation en 2014, c'est une stratégie dont un aspect sur l'asile, etc., mais il n'est pas encore fignolé. C'est un effort considérable. Mais la contrepartie, malheureusement, Union européenne n'est pas à la hauteur. Pourquoi? Parce qu'il y a des divisions au sein de l'Union européenne. L'approche italienne, danoise, finlandaise, allemande, polonaise, espagnole, française. Ce qu'il faut, c'est d'abord l'Union européenne se met d'accord sur le même package et traite la chose de manière étiologique. Cela correspond au plaidoyer du Maroc. Alors, on va continuer de parler du plaidoyer du Maroc, comme vous dites, professeur. Le Maroc, on le comprend, ne peut pas raisonnablement porter seul le poids de la surveillance de cette frontière extérieure de l'Europe. Une source gouvernementale marocaine a dit, je cite, « Le Maroc n'est ni le gendarme ni le concierge de l'Europe. Le Maroc est un partenaire souverain, pas un sous-traitant en matière de gestion de la question migratoire. » Quelle lecture faites-vous de ces déclarations, professeur? Le Maroc le dit souvent. Et d'ailleurs, je donne un exemple que les juristes connaissent bien. Ce sont les accords de réadmission. Le Maroc n'a jamais voulu entrer dans la logique européenne et faire un peu du travail sous forme de sous-traitance, c'est-à-dire réceptionner les refoulés et leur assurer un retour chez eux, etc., etc. Là, c'est une manière de dire que le Maroc n'accepte pas la sous-traitance. Et d'ailleurs, ça a été dit dans cette source officielle gouvernementale, qui a évidemment été diffusée via l'agence Maghreb Arabe Presse. Ça, c'est important. Deuxièmement, c'est que le Maroc ne peut pas supporter les conséquences politiques, géopolitiques, sociales, financières et autres, et sur le plan humanitaire, parce qu'on sait très très bien que les ONG humanitaires n'attendent que ça.
envie de malmener les pays qui se lancent dans ce genre de procédés. Troisièmement, le Maroc est très clair en la matière. Il est vrai qu'il y a la coopération. Il est vrai que nous sommes liés à l'Union européenne par des accords de coopération et notamment, je parle ici de la déclaration sur la mobilité de 2013. Mais j'aimerais poser une question importante, à mon avis, qui m'est venue à l'esprit. Pourquoi l'Europe ne réserve pas le même traitement par rapport à la fuite des cerveaux, par rapport à cette migration dite choisie, voulue, etc. Quand on voit que des scientifiques marocains, africains et autres migrent vers l'Europe, on leur accueille un accueil chaleureux, alors que pour les autres, qui malheureusement parfois sont victimes de l'oisiveté, la désorientation, ils sont désemparés, ils sont manipulés par des réseaux sociaux. Vous savez, dans les chiffres que vous avez donnés, Madame Nadia, il n'y a pas moins de 632 réseaux qui ont été démantelés Oui. par les autorités marocaines qui concernent justement la désinformation et les réseaux de passeurs, c'est ce qu'on appelle la criminalité transnationale organisée. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je pense qu'il y a un moment favorable pour penser stratégiquement les choses de manière très approfondie et aborder la question migratoire dans tous ses aspects. Pour penser, et puis même, je dirais, pour repenser, puisque vous parlez de moments stratégiques, de momentum, on pourrait dire même. Alors, la source marocaine gouvernementale s'interroge aussi sur le modèle de gestion, justement. Le modèle de gestion actuel, s'il est viable et adapté au nouveau contexte. Qu'en pensez-vous? Et surtout, qu'en est-il des fonds aussi, puisque c'est le nerf de la guerre, c'est le nerf aussi des flux migratoires, des fonds que l'Union européenne accorde au Maroc dans le cadre de cette lutte contre la migration illégale, en comparaison par exemple à ce qui se fait avec la Turquie. Absolument. La solution, on va dire structurelle, Madame Nadia, c'est véritablement voir les 27 pays de l'Union européenne, même s'il n'y a que 22 qui font partie de l'espace Schengen, prendre le taureau par les cornes et s'inscrire de façon durable et inclusive dans un processus de développement global. OK, il y a une crise migratoire qui est suscitée, qui se répète de temps à autre en fonction de la conjoncture. Ça va de soi. Mais il ne faut pas pour autant jeter l'anathème sur l'autre, ni sur le Maroc, ni sur les autres pays. Le Maroc, c'est un pays, certes, d'immigration, c'est-à-dire c'est un point de départ, mais c'est un point d'accueil et c'est un point de transit. Je pense l'un des rares pays à avoir ce statut. Et donc, traiter la chose de façon structurelle, c'est un engagement fondamental pour le développement socio-économique des pays émetteurs, dont le Maroc. Et il ne faut pas se contenter d'une approche évidemment sécuritaire, parce qu'elle a fait montre de ses limites depuis longtemps. Je voudrais aussi ajouter une autre chose, Madame Nadia, c'est qu'aujourd'hui, on parle de la guerre cognitive, de la guerre informationnelle. Le problème, c'est la manipulation que ces jeunes, parfois, ou dont ces jeunes, sont l'objet, et vous avez des tierces parties, entre autres, sans les nommer, mais on comprend que des pays voudraient aussi voir la relation Maroc-Espagne, par exemple, s'altérer à la suite d'un certain nombre de réalisations très importantes. N'oublions pas que l'Espagne, c'est le premier partenaire économique du Maroc, en perspective du mondial 2030, etc. Alors, il y a des tierces parties qui cherchent à manipuler les jeunes, malheureusement qui sont des adolescents. On a vu des 14 ans, des 15 ans, etc. Et même des personnes qui n'ont pas besoin d'emploi, mais qui ont été tout simplement manipulées. Je reviens à votre question de départ. La décision de la Cour suprême du 8 juillet a jeté l'huile au feu encore une fois. Et c'est la raison pour laquelle, c'est vrai, on peut repenser, c'est vrai, c'est le terme correct aujourd'hui, tous ces mécanismes, ces modalités pour penser ou mettre au point un nouveau paradigme du traitement de la question migratoire pour éviter ce genre de scénario dramatique. Parce qu'au final, ce sont des vies humaines qui ont été perdues, malheureusement. Et oui, il y a eu des victimes. Et pour continuer de parler de ce nouveau paradigme sur ce sujet névralgique du nord et du sud de la Méditerranée, la même source gouvernementale dit que les règles d'engagement doivent changer justement pour ce nouveau paradigme et estime qu'il faut qu'il soit clair dans tous les esprits que le Maroc protège son territoire tout simplement et que personne ne le fera et ne le fait à sa place. Chacun doit assumer ses responsabilités. Fin de citation. C'est aussi, vous aviez commencé à le dire tout à l'heure, une question de respect de territoire juridique, d'intégrité territoriale. Oui, absolument. Et il y a ce facteur aussi important à souligner, c'est
l'exploitation partisane, électoraliste de ce genre d'événements. Et c'est malheureux de voir que des médias ou des politiques européennes de façon générale sortent sur la vague, y compris espagnols évidemment. Et encore, ce qui est important, c'est que les ministres de l'Intérieur des pays de l'Union européenne qui sont réunis aujourd'hui, mais également le gouvernement espagnol, tous ont salué l'engagement du Maroc, qui est un pilier fondamental de la sécurité globale en Méditerranée occidentale. Ça, c'est extrêmement important. Nous ne sommes pas dans le scénario de 2021. Donc, on comprend justement que nous sommes tous interpellés aujourd'hui face à l'augmentation des flux migratoires et la pression énorme en raison, encore une fois, du rôle des réseaux sociaux dans ce genre de considération. Mais vous l'avez si bien dit, résumé, la responsabilité est protégée. Il faut que le Maroc, l'Espagne, l'Union européenne, toutes les parties prenantes collaborent de façon préventive et plus forte en vue de réguler les flux migratoires de manière préventive en termes de gestion et en termes de rapatriement. S'il y a par exemple des considérations de type mineurs non accompagnés qui doivent être rapatriés et revenir chez eux, le Maroc a toujours offert ses bons services pour le faire, mais dans la clarté et dans la transparence et dans l'égalité, et ça c'est extrêmement important. Oui, c'est important. Et cette égalité, cette source officielle gouvernementale l'a rappelé clairement. Vous parliez à l'instant du scénario de 2026-2021. Effectivement, rien à voir puisque les réactions officielles, que ce soit de l'Espagne ou de l'Union européenne, ont clairement dit que le Maroc n'avait pas apporté ce poids seul de gestion et que c'était un partenaire fiable. Qu'en est-il aujourd'hui des deux pays qui sont face à face et en première ligne, à savoir le Maroc et l'Espagne, et de leur relation, une coopération qui est toujours aussi solide. Alors malgré la crise, Rabat insiste sur une coordination donc exemplaire avec Madrid. Est-ce que toutefois cette séquence risque peut-être de fragiliser les relations bilatérales ? Moi, je pense que c'est un test de bonne conduite des partenaires et leur capacité à implémenter les engagements pris ensemble à partir de la déclaration conjointe d'avril 2022, mais également la rencontre de haut niveau qui a eu lieu en 2023, et je pense qu'il y a eu même une autre en 2025, en 2026 en tout cas. Et ça, c'est important. Et si aujourd'hui, nous sommes arrivés à cette conclusion, que les deux partenaires s'accrochent l'un à l'autre, c'est tout simplement parce que cette déclaration fonctionne, parce que ce partenariat revu et corrigé fonctionne, et qu'il n'y a pas lieu justement de brouiller la carte aujourd'hui, quand bien même il y a des acteurs externes qui voudraient voir la relation brouillée. Et c'est cela le plus important à mon avis, et je crois que les deux pays ont suffisamment de sagesse, ont suffisamment de recul, ils sont condamnés par la géographie, par l'histoire, l'économie, l'interdépendance à coopérer. Il y va évidemment de la protection des vies humaines, mais également de la construction d'un avenir commun. Et nous avons énormément de chantiers ensemble à l'avenir, bien entendu. Peut-être un dernier message sur les derniers facteurs qui pourraient régler de manière à long terme cette situation globale qui pose problème à tous les pays de la Méditerranée, que ce soit au nord, dans le sud. Au lieu de régler de manière ponctuelle et dans chaque scénario les enjeux de cette migration qui finalement existe depuis la nuit des temps. La mobilité humaine existe depuis la nuit des temps. Oui. Je suis tout à fait d'accord avec vous, Madame Pacro, mais je prendrai un passage du discours de Sa Majesté le 29 juillet, quand il a dit que le roi, Sa Majesté, le Maroc a toujours été contre les discours nihilistes, négationnistes. Il faut donner l'espoir à la jeunesse, mais l'espoir, ça se donne non pas seulement par les paroles. Il faut tout simplement que toutes les parties prenantes, marocaines et autres, contribuent à construire un avenir meilleur, parce que ce sont des jeunes qui sont des compétences. Et je crois qu'à l'approche des élections septembre 2026, il faut que la migration trouve sa place justement dans les débats, et il faut absolument que les jeunes aussi ne soient pas victimes de ce genre de manipulation. Il faut croire en leur génie créateur, et je crois que c'est extrêmement important que de dire aujourd'hui que le Maroc a besoin de sa jeunesse, et tout simplement il faut leur créer les conditions pour s'accrocher, pour rester in situ et contribuer au développement du pays. Merci pour ce magnifique message, professeur Zakaria Aboudahab. Merci d'avoir répondu aux questions de Soir Info. Je rappelle que vous êtes professeur de relations internationales à l'université Mohamed V de Rabat.
Avec plaisir, Madame Nadia. Au revoir.